Le 2 octobre 2025, une offensive fulgurante traverse le Sahel et renverse en quelques heures ce que l'on pensait immuable. Alors que le monde imaginait encore une région condamnée à dépendre des puissances extérieures, l'avancée coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger révèle un contraste saisissant. La stabilité peut naître d'une décision locale assumée. Comment comprendre une telle bascule? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'un des pivots de ce retournement silencieux? Dans la poussière du désert, une nouvelle géométrie du pouvoir apparaît. Dès les premières heures de l'offensive, une vérité s'impose. Ce qui se joue dépasse largement le cadre d'une simple riposte militaire. Pour le Sahel, l'enjeu est presque existentiel. Pendant des décennies, la région a fonctionné sous la logique que la stabilité dépendait de forces extérieures, de leurs plans, de leur rythme et de leurs priorités. La victoire éclair amorcée en octobre 2025 bouleverse cette idée en profondeur. La promesse implicite est claire. Si l'Alliance des États du Sahel parvient à confirmer cette dynamique, elle pourrait devenir le premier exemple régional où souveraineté et efficacité ne sont plus opposées, mais alignées. Une promesse courte, mais lourde. Un Sahel maître de ses décisions. Le risque, lui, est à la hauteur. Est à la hauteur de l'ambition. Une seule erreur stratégique ou un affaiblissement de la cohésion pourrait briser l'élan naissant et renvoyer la région dans le cycle de dépendance qu'elle tente justement de dépasser. C'est sur cette tension entre possibilité d'autonomie et fragilité structurelle qui donne à la campagne sa dimension la plus décisive. Derrière chaque mouvement militaire se dessine donc une question simple mais déterminante. La région peut-elle transformer cette victoire initiale en un modèle durable? En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies avaient été neutralisées et près de 6 km stabilisés, révélant un basculement que personne n'avait anticipé. Le deuxième chez Mini-Riville surgit immédiatement. L'opération Tindiban, censée n'être qu'une réponse à une agression, a en réalité imposé une nouvelle manière de concevoir la guerre au Sahel. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir aux années où la région servait de terrain d'essai aux doctrines extérieures. Pendant longtemps, l'idée dominante voulait que la stabilité dépende des puissances étrangères, de leurs ressources, de leurs plans stratégiques, de leurs équipes de conseil. Les villages se vidaient, les frontières devenaient poreuses, les missions internationales s'épuisaient sans résultat du durable. Va niemtin quoique dans Sahel, dans Mondi. C'est dans ce vide qu'Ibrahim Traoré s'est avancé. Non pas avec un grand discours, mais avec une logique simple. Si la région veut survivre, elle doit décider elle-même de ses méthodes. Quelques jours avant l'offensive, dans une salle nue de Ouagadougou éclairée par une ampoule faible, il avait réuni ses officiers. Pas de slogan, pas de promesse triomphale, seulement une phrase devenue presque un manifeste. Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Cette phrase a servi de pivot mental, transformant l'unité militaire en un acte de souveraineté. À partir de là, une dynamique nouvelle s'est installée. Les vieilles méthodes, dépendantes des systèmes étrangers, ont été remplacées par des réseaux locaux sécurisés. Les premiers drones assemblés à Niamey et Bamako ont décollé, non pas comme des symboles techniques, mais comme la preuve qu'une autonomie TSPCD était possible. Chaque vol, chaque signal transmis, Mwakeding Taicho Totendoi Ochotei, Sahel Kote Vanhain Machomkan Nungtur. Ainsi, Tindiban n'a pas seulement été une offensive, c'était la matérialisation d'un changement plus profond, le moment où la région a cessé d'attendre un sauveur. Les Touviet Zakaitipkan Kwachingming. Voy Ibrahim Traoré, Nib. Dans les heures qui suivent l'offensive, une figure s'impose naturellement comme fil conducteur, celle d'un chef militaire devenu stratège de l'autonomie. Ibrahim Traoré, forgé par les revers d'un Sahel longtemps dépendant, ne cherche pas à incarner un héros. Il incarne une méthode où la rapidité, la décision locale et la cohésion priment sur les schémas importés.
Les premiers impacts concrets apparaissent à travers 2 scènes brèves, mais révélatrices. Premier cas, près de la frontière nigérienne. Un détachement mixte issu du Burkina Faso et du Mali, auparavant habitué à attendre des directives étrangères, a pu intervenir presque immédiatement grâce à un réseau de communication intégralement local. Cette intervention rapide a empêché un groupe armé de prendre en otage un convoi de civils, preuve que l'indépendance opérationnelle peut sauver des vies dès les premières heures. Second cas, dans une zone désertique au nord du Mali, des drones assemblés à Bamako ont transmis des images en direct permettant d'éviter une embuscade. Là où, auparavant, l'absence de vision tactique condamnait les patrouilles à la vulnérabilité, la coordination sahélienne a inversé la logique. Le danger n'est plus subi. Il est identifié, anticipé, contourné. Ce qui relie ces 2 cas, c'est un fil très simple. L'initiative locale, réseau interne, décision prise sur place, réactivité qui ne dépend plus d'un acteur extérieur. Cette dynamique précoce ne se mesure pas uniquement en action militaire, mà còn trong cảm giác kiểm soát hồi sinh chez les populations et trong sự tự tin mới mẻ của các lực lượng AES. Elle annonce un changement d'échelle. Si les impacts SOEM đã rõ ràng đến vậy, câu hỏi trở thành liệu Sahel có thể duy trì nhịp này đủ lâu để định hình một chu kỳ ổn định mới hay không? Tout commence avant l'aube. Le 4 octobre 2025, dans un campement presque invisible au cœur du Sahel, quelques écrans défectueux illuminent des visages fatigués. Les officiers de l'Alliance des États du Sahel se regroupent. Pas de conseillers extérieurs, pas d'interprète, seulement une directive brève. Définir le champ de bataille. À 4h30, les premiers drones s'élèvent. Le ciel est silencieux. Le désert retient son souffle. La mission Taliban démarre sans protocole. Pas de signaux radio internationaux. Pas de validation externe. Juste l'action. Ibrahim Traoré observe depuis l'arrière de la salle, concentré, comme s'il attendait l'effondrement d'un vieux monde. Le déclenchement est immédiat. Un convoi ennemi est repéré. Quelques secondes plus tard, détruit. Une tente de commandement s'embrase. Les premières suppositions tombent, nettes, rapides, sans hésitation. Les communications adverses s'effondrent dans la première heure. La coordination locale, longtemps sous-estimée, devient l'élément moteur. Au sol, l'avancée est méthodique. Unité burkinabé, unité malienne, unité nigérienne. 3 forces, Monip, Dieu du Ignat. Les blindés progressent en silence. Les tirs s'ajustent en temps réel selon les images des drones. Chaque décision est prise sur place. Chaque mouvement est calibré par ceux qui vivent le terrain. Les observateurs internationaux, depuis Bamako et Niamey, notent une cadence inattendue. Les rapports s'empilent. Plus de 120 positions neutralisées, près de 600 km sécurisés, moins de 48 heures pour renverser ce que l'on pensait immobile. Pour certains analystes, cela ne devrait même pas être possible. Et pourtant, c'est là. Puis vient la crête. L'ennemi tente une réaction, un début de regroupement, un mouvement de moto, une tentative de contre-attaque. Tout échoue. Les frappes anticipent. Les unités au sol s'adaptent. La vitesse devient une arme. Les anciennes faiblesses logistiques du Sahel se retournent contre l'adversaire, incapable de suivre un rythme aussi nerveux. La logique est renversée. Ce n'est plus l'ennemi qui dicte la séquence. Ce n'est plus la force extérieure qui fixe le tempo. C'est le Sahel, et uniquement lui, qui conduit les opérations. Cette autonomie orchestrée rappelle la phrase prononcée par Ibrahim Traoré quelques jours auparavant. Nous définissons le champ de bataille. Ce n'était pas une métaphore, c'était un plan. Puis la rémanence apparaît. Elle existe moins bruyante, mais elle dure. Les villages reprennent vie, les déplacés reviennent. Les enfants réapparaissent près des puits. Les marchés rouvrent leurs étals. Les drapeaux se déroulent. Le souffle de la population change.
Le mot stabilité cesse d'être théorique. Les analystes tentent de rationaliser. Ils parlent de drones, de systèmes SR5, de blindés, d'intégration tactique. Mais ils passent à côté de l'essentiel. L'opération n'a pas seulement détruit des positions, elle a détruit une dépendance. Elle a prouvé qu'une région longtemps définie par les autres peut, en quelques heures, se redéfinir elle-même. Tindiban devient alors une fracture, un avant, un après, une ligne que le Sahel ne semble pas prêt à reculer. Auparavant, les opérations étrangères mettaient des semaines à se déployer. Avec l'Alliance du Sahel, la réponse s'est réduite à 72 heures. Un delta qui change entièrement l'équation militaire. Cette différence de temporalité n'est pas un simple détail technique. Elle constitue la preuve la plus nette que la région a brisé le cadre opérationnel qui l'enfermait depuis des décennies. La lenteur ancienne n'était pas seulement logistique, elle était structurelle. La rapidité nouvelle, elle, découle d'une décision interne, assumée et coordonnée. Pour mesurer la portée du changement, il suffit d'examiner 3 indicateurs essentiels. Le premier, le plus frappant, concerne la neutralisation de 120 positions en moins de 2 jours. Ce chiffre, déjà impressionnant en soi, devient encore plus révélateur lorsqu'on le replace dans la baseline antérieure. Les opérations menées avec appui extérieur peinaient à atteindre un tel volume d'objectifs même sur plusieurs semaines. La différence réside dans la densité tactique. Là où l'ancien modèle étalait ses efforts, l'AES a concentré son action, rendant le terrain illisible pour l'adversaire. Ce contraste expose un point décisif. L'efficacité n'est pas née d'un équipement supérieur, mais d'une logique d'autonomie. Décision locale, chaîne de commandement courte, adaptation immédiate. Le deuxième indicateur concerne le bilan humain. 3% de pertes civiles enregistrées durant l'opération. Ce pourcentage, dans un contexte sahélien marqué par des décennies d'engagement destructeur, est significatif. Pour comprendre sa portée, il faut rappeler la baseline. Les campagnes précédentes, souvent pilotées ou encadrées par des forces extérieures, ont accumulé des taux bien plus élevés, principalement en raison des délais de transmission et des erreurs d'évaluation du terrain. La réduction drastique n'est donc pas le fruit du hasard. Elle s'explique par 3 mécanismes internes: la connaissance fine du terrain, la synchronisation Drone Sync Forces au sol, En d'autres termes, l'autonomie ne s'est pas traduite par un risque accru. Mabangmo précision IM Hitait Tankuvuk. Le troisième indicateur, plus discret mais tout aussi déterminant, réside dans l'intégration technique entre les unités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Avant, la baseline était fragmentée, des doctrines différentes, des dépendances variées, des communications incompatibles. Aujourd'hui, la delta logique repose sur une interopérabilité née localement. Les systèmes CR5, les drones Saïd maliens, va blindés nigériens, Hongkong Vonhagne, Nubakhoiro Irak, Manumoko Chuktongyut. Cette intégration, difficile à quantifier, est pourtant la clé de la réactivité observée. Elle montre que le Sahel n'a pas seulement réduit un temps de réponse, il a redéfini une manière complète de mobiliser ses ressources. L'ensemble de ces preuves chiffrées dessine un tableau où la transformation est moins une question d'équipement qu'une question de maîtrise. Le passage du modèle externe, lent, segmenté, vulnérable, au modèle interne, rapide, cohérent, resserré, constitue le cœur du changement. Et l'on voit apparaître un motif clair. Chaque chiffre, chaque amélioration, moi bektien de Konko Moti Tongchung. Les Sahel n'agit plus sous contrainte. Mateonip Kochingming. Le résultat n'est pas seulement une victoire opérationnelle, mais une démonstration mesurable de ce que l'autonomie peut produire lorsqu'elle est appliquée sans hésitation. Le delta n'est donc pas une simple amélioration. Il devient une preuve que la région a trouvé un mode d'action capable de rivaliser avec les cadres internationaux. Pour saisir pleinement la portée de l'opération Tindiban, il faut examiner les objections les plus sérieuses,
qui ne repose ni sur l'émotion, ni sur l'idéologie, mais sur des inquiétudes légitimes. La première critique, souvent formulée, soutient que l'offensive risque d'accélérer une militarisation excessive du Sahel. Selon cette perspective, une victoire trop rapide pourrait encourager une centralisation du pouvoir, réduire l'espace politique et entraîner à long terme une fragilisation des contrepoids institutionnels. Les observateurs qui défendent cette position rappellent que la région a longtemps oscillé entre instabilité et interventions militaires répétées, et que chaque cycle de conflit a laissé des traces profondes dans le tissu social. Le second argument, plus politique, concerne l'unité interne de l'alliance des États du Sahel. Des divergences réelles existent entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les critiques craignent qu'une stratégie trop ambitieuse ne fasse ressurgir ces fractures, créant des rivalités de leadership ou des désalignements dans les priorités nationales. Dans cette logique, une coalition construite sur une victoire éclair pourrait manquer de cohésion lorsqu'il s'agira de gérer les tensions, les sanctions ou les défis économiques qui suivent inévitablement toute opération d'envergure. Ces deux objections méritent d'être reconnues, car elles renvoient à des risques authentiques. Pourtant, les données issues du terrain nuancent fortement ces inquiétudes. L'opération Tindiban n'a pas été l'expression d'une militarisation aveugle, mais d'une autonomie stratégique fondée sur des décisions locales. Les chiffres sont clairs. Plus de 120 positions neutralisées en moins de 48 heures, moins de 3% de pertes civiles. Vamovungrong gagne 600 km de Onding. Ces résultats indiquent une action calibrée, non pas une démonstration de force incontrôlée. Quant au risque de fragmentation interne, les faits observés pendant l'offensive racontent une autre histoire. Unités burkinabées, maliennes et nigériennes ont opéré Tromoko-Truktongne, synchronisées, sans interférence étrangère. Les drones maliens, les SR-5 burkinabés et les blindés nigériens ont fonctionné comme des extensions d'un même centre décisionnel. Là où l'on redoutait la divergence, c'est une cohésion inédite qui a émergé. Ainsi, les critiques éclairent bien les dangers potentiels. Nyungdukien Tremad Shotei Modio Nguklai. L'opération n'a pas fracturé l'ASS, ma Kunko Sufoihup. Va Meram au Fungfap, ma Sahel Chuetung Seu Chukdei. À ce moment précis de l'offensive, quelque chose change de nature. Non pas une explosion, non pas une percée spectaculaire. Nyumochi Tietornyo. Les drones fabriqués localement effectuent leur premier vol de combat au-dessus du Sahel. Ce geste technique, presque banal en apparence, devient une rupture stratégique. Jusqu'alors, la technologie était un domaine réservé aux puissances extérieures. Désormais, elle devient un outil façonné par des ingénieurs sahéliens pour des besoins sahéliens. Ibrahim Traoré, depuis le centre de commandement improvisé, comprend immédiatement la portée de l'instant. Ce n'est plus seulement une bataille, c'est une preuve tangible que la région peut produire, adapter et déployer ses propres instruments de défense. Une chaîne complète, conception, assemblage, utilisation, se réalise sans dépendance. La révélation du midpoint n'est donc pas une victoire militaire supplémentaire. Malamo Taido Iquidao. Les drones ne sont pas qu'un avantage tactique. Ils incarnent une autonomie qui, jusqu'alors, semblait hors d'atteinte. Ils montrent Ran Sahel, Konkanchodoi Suhocheku Aikak, des Tubaové. Dès cet instant, le champ de bataille cesse d'être un lieu subi. Il devient un espace redéfini, maîtrisé, pensé, tubentran. Va voibokmoatnei, toanbo fensao kuchinzik taidoichiu sau la nibdo. La première onde de choc apparaît dans les villages sahéliens, là où, pendant des années, les habitants ne voyaient que ruines, routes coupées et postes militaires abandonnés. L'opération Tindiban provoque un changement presque immédiat. Les déplacements forcés, qui avaient fragmenté les communautés, commencent à s'inverser. Des milliers de personnes reviennent, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance, lorsque la stabilité perdure au fil des jours. Les marchés rouvrent, les points d'eau reprennent leur activité. Les familles se réinstallent.
Ce n'est pas seulement une amélioration matérielle, c'est la reprise d'une dignité longtemps perdue. Pour la population, la victoire ne se mesure pas en position neutralisée, mais en gestes simples. Dormir sans fuir, cultiver sans surveiller l'horizon, se déplacer sans craindre les routes. L'effet le plus palpable réside dans la psychologie collective. La peur reflue, remplacée par la sensation rare que le terrain n'appartient plus à l'ennemi. Le deuxième champ d'impact touche directement les structures étatiques. L'Alliance des États du Sahel, longtemps critiquée pour son apparente fragilité, démontre une cohésion opérationnelle inattendue. Au sein des trois pays, les centres décisionnels gagnent en confiance. La rapidité et la précision de l'offensive prouvent que des décisions purement locales peuvent produire des résultats de grande ampleur. Les administrations civiles, auparavant paralysées par l'attente d'instructions ou de financements extérieurs, retrouvent un certain élan. La victoire crée un précédent. Un acte souverain peut être couronné de succès sans médiation étrangère. Cette dynamique modifie les équilibres internes. La gouvernance se recentre, se resserre, se réorganise. Vahoifuk huitin Shonyunkekwan Tongbisem la Yekem. Le troisième effet concerne la scène mondiale. Avant Tindiban, la plupart des partenaires extérieurs considéraient le Sahel comme un espace nécessitant une tutelle permanente. L'opération renverse cette grille de lecture. Certaines puissances réagissent par la critique, dénonçant un risque de dérive ou d'isolement. D'autres, au contraire, réévaluent leur position. Les sanctions commencent à être allégées et les discussions diplomatiques reprennent avec un ton plus attentif. La performance militaire, moins de 3% de pertes civiles, 120 positions neutralisées, 600 km stabilisées, crée une forme de respect discret. Ibrahim Traoré devient dans ce contexte un symbole d'affirmation régionale, une figure que l'on observe, parfois avec scepticisme, mais toujours avec attention. Enfin, l'opération redessine les relations dans tout le Sahel. La victoire de Tindiban agit comme un catalyseur d'autonomie. Des projets transfrontaliers, technologiques, sécuritaires, agricoles, commencent à émerger dans les discussions. Les liens entre populations frontalières se renforcent, car la sécurité n'est plus vue comme une dépendance, mais comme un bien commun construit localement. Cette dynamique nouvelle ouvre des perspectives. Coopération élargie, échanges civils, structures diplomatiques plus cohérentes. Surtout, elle diffuse un message puissant. Si trois nations longtemps fragilisées peuvent coordonner une action autonome, alors d'autres régions du continent pourraient, elles aussi, revisiter leur modèle de dépendance. Dans cette trajectoire, l'Alliance des États du Sahel poursuit lentement la dynamique enclenchée par Tindiban. Les trois armées conservent leur coordination, mais sans accélération spectaculaire. Les académies militaires communes avancent, mais restent limitées à des programmes pilotes. Les réseaux de drones continuent d'être produits et déployés, mais avec une cadence modérée, dépendant des capacités techniques locales. Sur le plan diplomatique, les partenaires internationaux observent, parfois sceptiques, parfois pragmatiques. Les sanctions s'allègent progressivement, ouvrant des marges de manœuvre économiques. Ces scénarios, réalistes et mesurés, reposent sur une idée simple. La stabilité n'avance ni trop vite, ni trop lentement, mais de manière contrôlée. Dans cette version, la victoire de Tindiban devient un exemple structurant pour d'autres régions d'Afrique. Les institutions du Sahel se renforcent plus rapidement que prévu. Programme de cybersécurité commun, corridor agricole transfrontalier, réseau de communication totalement autonome. Un modèle de souveraineté technique commence à apparaître, attirant l'attention de capitales africaines, cherchant à réduire leur dépendance extérieure. Les coopérations sud-sud s'intensifient, créant des partenariats technologiques, éducatifs et sécuritaires. Sur le plan diplomatique, la normalisation s'accélère. Le Sahel n'est plus regardé comme une zone à risque. Manumotizu Vekanangte Kaito.
Ce scénario repose sur une dynamique. L'autonomie locale inspire, et l'inspiration devient moteur. Ici, la cohésion de l'AES se fragilise. Les divergences politiques entre Burkina Faso, Mali et Niger ressurgissent un jour, rendant la coordination plus difficile. Les campagnes de désinformation, internes ou externes, exploitent ces failles, créant confusion et méfiance. Les partenaires occidentaux hésitent, oscillant entre sanctions et tentatives de rapprochement, ce qui perturbe les échanges économiques. Sur le terrain, les projets de drones, de communication locale ou de corridors agricoles ralissent Nut, faute de consensus politique ou de ressources. Dans ce scénario, Tindiban reste une victoire militaire. Plutôt que de chercher lequel était le plus probable, la question essentielle devient: sur quelles conditions dépend réellement l'autonomie du Sahel? Car ce ne sont ni les armes ni les victoires qui décident de l'avenir, mais la capacité à aligner volonté politique, cohésion régionale, va Sukman Noasin, Ba Yuto Luanbiandong. Pour comprendre ce que Tindiban représente au-delà du Sahel, il faut se tourner vers ceux qui observent la région depuis 3 angles distincts: les citoyens, les décideurs et les communautés engagées dans les questions internationales. Chacun y voit un reflet différent, mais tous perçoivent une même ligne de force: la capacité d'un territoire longtemps fragilisé à reprendre la main sur son destin. La victoire rapide de l'Alliance du Sahel montre qu'un espace longtemps perçu comme dépendant peut, en quelques jours, renverser une logique considérée immuable. Pour un spectateur lointain, cela ouvre une interrogation simple. Qu'advient-il lorsqu'une région cesse d'attendre des solutions extérieures? Cette question résonne, car elle dépasse le cadre militaire. Elle touche à la manière dont les peuples imaginent leur autonomie. Tindiban fournit un cas d'étude rare. Une coalition régionale fonctionnant sans assistance extérieure immédiate, reliant technologie locale, coordination tactique et recomposition politique. À ce titre, l'opération devient un laboratoire conceptuel. Comment une région peut-elle articuler souveraineté, efficacité et rapidité dans un environnement hostile? Pour ce public, l'enjeu n'est pas d'approuver ou de critiquer. Mala forme de Keche Juba Koxia Suituan Tingte Changmo Kwang Toisiangyang. La dynamique révèle une idée forte. La reconstruction d'un territoire peut commencer par une décision collective, même dans un contexte d'adversité. Ceux qui travaillent sur les sujets de développement, de coopération ou de gouvernance y voient une piste. Les solutions endogènes, lorsqu'elles se sont alignées, que de Taora Ketkwa Votmoi du douane. Au cœur de ces lectures, Haigwa I Nwabat. Observez comment l'autonomie locale se construit concrètement, plutôt que trong những tuyên bố trừu tượng. Examiner cách mà các mô hình phụ thuộc lâu đời có thể được thay thế bằng những cấu trúc nổi sinh, từng bước một. L'opération Tindiban n'a de sens durable que si elle se transforme en structure. C'est exactement ce qu'esquisse Ibrahim Traoré dans la feuille de route proposée au lendemain de la victoire. Une série d'étapes concrètes, articulant rôle, calendrier et critères de suivi. Cette étape est portée par Burkina Faso, Mali, Niger. Elle consiste à mettre en place des centres de formation conjoints. Son déploiement s'est prévu ouverture progressive sur 12 mois. Son avancement se mesure à travers nombre d'unités entraînées dans les doctrines locales. L'objectif: créer une génération d'officiers capables de penser et de commander en autonomie. Cette étape est portée par ministère de l'Agriculture. Elle est autorité locale. Elle consiste à reconvertir les zones sécurisées en espaces cultivables. Son déploiement était prévu, déploiement dès les premières saisons de pluie. Son avancement se mesure à travers surfaces récupérées et taux d'autosuffisance régionale. Ici, la souveraineté se prolonge en sécurité alimentaire. Cette étape est portée par ingénieurs sahéliens et structures de défense. Elle consiste à renforcer réseaux de drones, observation et communication. Son déploiement est prévu monter en puissance continue. Son avancement se mesure à travers taux d'équipement produit localement. C'est le prolongement technique de la victoire. Produire, adapter,
déployée sans dépendance. Cette étape est portée par région frontalière de l'AES. Elle consiste à échanges culturels, économiques et sociaux. Son déploiement est prévu dès stabilisation des zones concernées. Son avancement se mesure à travers volume d'échanges et participation communautaire. Cette étape vise à réduire la méfiance née d'années de conflits. Cette étape est portée par exécutif des 3 États. Elle consiste à coordonner diplomatie, infrastructure et gestion de crise. Son déploiement est prévu installation en phase post-victoire. Son avancement se mesure à travers cohérence des décisions et rapidité d'exécution. Ce conseil serait la structure centrale d'une souveraineté institutionnalisée. Ainsi, la feuille de route dépasse la victoire militaire. Elle compose un mécanisme de continuité, un système où la souveraineté ne repose plus sur un moment, n'entraîne une architecture durable. Lorsque l'on revient à la scène fondatrice, cette salle nue de Ouagadougou éclairée par une simple ampoule, on mesure mieux ce que Tindiban représente réellement. C'est là, bien avant les drones, les offensives et les cartes réécrites, qu'un fil invisible a commencé à relier 3 armées et 3 peuples. Ibrahim Traoré n'y avait pas prononcé un discours triomphaliste, seulement une phrase. Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Ce motif, discret mais central, prend tout son sens après la victoire. Car ce qui s'est joué ensuite n'est pas seulement une opération militaire. Mala, Quatrin Chuanroi Moku Vuktung Man Nye Vetnut. Les villages repris, les familles revenues, les liens frontaliers renoués. Tatka de la Funmerang Kwazefut Dunse Ei. La cohésion née dans cette pièce sans décor a traversé le désert, guidé des unités épuisées et redonné souffle à une région longtemps privée de voix. Et si l'on devait retenir une seule vérité de tout cela, elle tiendrait en une ligne. La souveraineté grandit toujours depuis un lieu modeste.